ordinateur. Voilà, donc, bienvenue à cette mini-conférence sur le thème de changer le monde. On aura l'occasion, pour ceux que ça intéresse, de parler un petit peu après la conférence. Et pendant la conférence, vous êtes invités, je dirais, à participer évidemment avec le cœur et non pas avec le mental. C'est une petite notion qu'on retrouve dans le yoga. C'est on apprend, et c'est ça qui nous manque un peu dans la société aujourd'hui, c'est de fonctionner sans l'intervention du mental. Alors, je vais quand même un petit peu me présenter sur certains éléments parce que vous me connaissez pour certains. Euh, voilà. Alors, personnellement, j'ai commencé à écrire, en tout cas vers l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, je m'intéressais également à ce qu'on appelle les potions magiques. C'est un petit peu comme dans Astérix et Obélix. Mais moi, c'était avec Maurice Mességuet. Donc, mes parents m'avaient offert un livre de Maurice Mességuet et j'apprenais à faire moi-même mes sirops, mes vinaigres et mes préparations thérapeutiques. J'étais passionné par ça étant petit. Mais voilà, on est petit, puis on grandit, on s'éloigne un peu de cette spontanéité de l'enfant. Et à l'âge adulte, à l'âge adulte, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à travailler dans le secteur financier, dans le secteur des assurances. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années et j'étais obnubilé évidemment par le chiffre d'affaires. Pour moi, ça c'était le truc, le chiffre d'affaires. Évidemment, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un beau jour, je me suis retrouvé chez le médecin qui m'a dit, Alain, si tu ne fais rien, dans 2 ans, je viendrai à ton enterrement. Autant dire qu'il m'a foutu la trouille. Et j'avais un copain qui me parlait déjà d'un club de sport à Woluwe. Et je me suis inscrit dans ce club de sport. Donc au début, je faisais du fitness, je faisais des cours collectifs, etc. Et puis un beau jour, j'ai vu un petit bonhomme qui était au comptoir, au bar, parce qu'il y avait un bar évidemment dans ce club, enfin un bar, un restaurant, et je vous raconterai plus si vous voulez en savoir, mais euh, il correspondait pas au cadre dans lequel on se trouvait, qui était un petit peu chic, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis rapproché de lui et il buvait sa tisane de thé. Et je lui dis, tiens, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis, il m'a dit, ben, moi, je suis professeur de yoga. Ah, et à l'époque, je connaissais le mot, mais je ne savais pas ce que c'était, ni de quoi c'était composé, ni à quoi ça servait, etc. Bref. Je vais à un premier cours, un tout premier cours, et ce qui s'est passé, c'est que en sortant de ce cours de yoga, je... il y avait quelque chose qui s'était déclenché en moi. Je me sentais, c'était très difficile évidemment, mais je me sentais, je vais pas dire comme si j'avais fumé un joint, mais je planais. J'étais en train de planer. C'est quelque chose que je n'avais plus connu depuis des décennies quand ça m'est arrivé. Donc j'avais 45 ans à peu près hein, dans ces eaux-là. Bref, je regarde le programme des cours et je me suis inscrit à tous les cours de yoga. Donc, il y avait des cours de Sash et puis il y avait d'autres personnes qui donnaient des cours de yoga. Il y avait des cours de stretching, j'ai fait des cours de stretching. Il y avait des cours de pilates, j'ai fait les cours de pilates. Bref, euh,
Par ça, je vais rencontrer d'autres personnes de l'extérieur qui sont dans le secteur du yoga. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des formations. Donc, j'ai suivi au total 8 années de formation. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé et ça m'a progressivement permis, et là je vais encore donner une piste pour beaucoup, j'ai progressivement pu choisir mon mode de fonctionnement. J'ai pu progressivement choisir mon mode de fonctionnement. Donc je réalisais petit à petit en fait que je fonctionnais avec un programme qui n'était pas le mien, que je n'avais pas choisi, qui était le programme par lequel nous passons tous, hein, l'éducation, l'école, et puis après l'école, pour certains, l'université, pour d'autres, c'est la télévision aussi, hein, la télévision, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, c'est quelque part quelque chose qui va nous modeler et nous transformer. Bref, en 2012, j'ouvre un centre de yoga qui a fonctionné jusqu'au Covid. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir ouvrir ce studio. Et là, je donnais 12 heures de cours par semaine. Donc, je partageais beaucoup avec les gens. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était la santé physique et la santé mentale, plus que la souplesse ou euh, voilà. Donc, le Covid, finalement, m'a apporté une réorientation. Donc, je me suis complètement réorienté et je me suis en même temps, parallèlement à cela, déconnecté des médias mainstream. Je ne voulais plus écouter Vous comprendrez au bout du bout pourquoi. Euh, je- je ne voyais pas l'intérêt d'avaler et de mettre dans mon disque dur des informations pour lesquelles je ne pouvais pas agir. Parce que j'appelle ça de l'action de canapé, hein. On peut se révolter pour ce qui se passe dans le monde, pour les multiples événements, parce que là aussi, au niveau des médias mainstream, c'est sélectionné, hein. On choisit les événements que l'on va diffuser et il y a plein d'autres événements qui se passent d'abord de positifs aussi, hein. Il y a plein de choses positives dans le monde, mais dans ce qui se passe de négatif, comme les guerres, les génocides et toutes ces choses-là, c'est trié aussi pour des intérêts économiques. Je vais peut-être censurer parce que je dis ça, mais bon, voilà. Donc, c'est un petit peu ma situation, donc au niveau médiatique, rien de positif. Donc, j'ai fait un petit résumé de l'état actuel du monde et je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, rassurez-vous. Donc, juste un petit mot, point de vue économique, le monde prend une direction ultralibérale. L'argent est au centre des préoccupations de ce système et je l'ai vécu personnellement parce qu'au niveau de ma petite entreprise, j'étais là-dedans. Mon objectif, c'était le financier. Point de vue social, évidemment, il y a un individualisme qui est exacerbé, même si progressivement, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour un partage, pour une collaboration, pour des choses comme ça. Le plan politique, j'ai à peine effleuré le mot, hein, n'en parlons pas. Moi, enfin, il n'y en a aucun qui a ma confiance. Aucun. Ça n'engage que moi, évidemment, hein. Et souvent, les promesses verbales qui sont faites ne sont jamais suivies d'action, ne sont jamais tenues. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on révèle et qui vient au public? C'est les corruptions et les conflits d'intérêts. On l'a vu pendant le Covid, les nombreux conflits d'intérêts dans le monde médical.
Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'emmagasiner cette information ni d'avoir la culture d'une discussion orientée vers ces sujets-là. Du point de vue humain, eh bien, on réalise pour certains, pour ceux qui l'ont lu, le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. Il a écrit cela, il avait 17 ans. C'était un être déjà très éveillé quant au fonctionnement de la société. On est toujours dedans. C'est pour ça que je dis les gens aiment bien parler de ce qu'ils voient à la télévision à partir de leur canapé. Mais ça change pas le monde. La preuve, c'est que hein, même si on peut parler de siècles, euh, je parlais à une personne des fake news. Eh bien, les fake news, c'était l'art romain de semer la division pour mieux régner. C'était déjà la politique des Romains et pas que des Romains. L'histoire l'a démontré. Du point de vue mental, on réalise quand même, moi j'ai réalisé pourquoi j'ai dû fermer mon studio de yoga. Beaucoup de gens avaient la peur du contact humain. Donc, ça aussi, du contact humain verbal et puis physique, enfin je dis physique. Évidemment, quand on entretient une relation, on embrasse plus facilement les personnes, hein, voilà, les relations sont un peu différentes. On constate, si on fait une recherche, qu'il y a une hausse des suicides et des dépressions nerveuses. Et je ne vais pas parler du reste non plus. Alors, mon dernier point ici, c'est du point de vue spirituel. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. Donc moi j'ai formulé ça comme ceci, il y a quelques lignes qui bougent, mais attention à la spiritualité de façade. Attention à la spiritualité de façade. Alors, un constat, donc je pense que là, on sera tous d'accord qu'on arrive à une période, on arrive à un tournant sociétal qui s'effectue lentement, mais qui s'effectue. Et évidemment, ce changement doit en tout cas nous amener à éviter cette espèce de dystopie dans laquelle on est. On a tous vu d'ailleurs des films dans cet esprit-là. Donc, le changement, pour moi, c'est un peu comme la méditation. Le changement n'est plus une option. Le changement n'est plus une option. Alors, le changement, mais quel changement politique? Donc, moi, personnellement, je n'y crois pas. Et économique, pour avoir été chef d'entreprise, j'ai pas de solution comme ça toute faite. Alors, qu'est-ce qu'on va pas faire? Aucun d'entre nous, ici et ailleurs, on n'a pas envie de faire la guerre, hein, même si on a le président français qui n'arrête pas de dire qu'on est en guerre. D'ailleurs, il dit ça depuis le Covid, qu'on est en guerre. Est-ce qu'on va aller pour une révolution armée? Moi, personnellement, je ne suis pas ni doué dans le combat, ni dans les arts martiaux, ni dans rien de tout ça. Donc, et se battre, oui, mais comment? En fait, c'est un peu ça mon sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut arriver à changer le monde, évidemment. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté. Et moi, je réfléchis en fait à cela depuis très longtemps, hein. Sans m'en rendre compte, j'y réfléchissais. Et puis j'ai lu un livre, je vais aller le prendre dans ma bibliothèque, d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Je vais faire sa publicité ici, Didier Van Coelaert. La bienveillance est une arme absolue. La bienveillance est une arme absolue. Et en fait, c'est presque un livre autobiographique. Je vous invite en tout cas à le lire si ce n'est pas encore fait.
Et dans ce livre, il parle d'ailleurs d'un personnage que vous connaissez peut-être, qui est Maharaji, euh, qui était dans le yoga et qui était dans la méditation. Et la lecture de cela m'a vraiment dit, il faut faire quelque chose, évidemment. Et quand il dit la bienveillance est une arme absolue, et quand on lit cela, on réalise pourquoi, évidemment. Parce que nous vivons tous, évidemment, nous avons tous une vie, nous avons tous une vie, nous avons tous des interactions avec des connaissances, des copains, de la famille, des amis, des collègues de travail, éventuellement. On a tous des interactions et évidemment, pour certains d'entre nous, ces interactions deviennent parfois très compliquées, très compliquées. Je ne vais pas raconter d'anecdotes maintenant, je pourrais raconter quand j'aurai terminé mon exposé, mais on vit tous des anecdotes avec des personnes où c'est devenu plus possible. Et d'ailleurs, il y a un texte du XIIIe siècle, le Hatha Yoga Pradipika, donc c'est un texte du yoga. Je lis pas que des textes du yoga, hein, rassurez-vous, mais là c'est un texte du yoga qui dit à un moment donné, votre espace relationnel environnemental prend une autre forme et des amis qui étaient des amis de longue date disparaissent de votre champ de vision et apparaissent de nouvelles personnes dans votre domaine de relation avec lesquelles vous pouvez communiquer sans sans langue de bois, sans autocensure. Ce que moi j'ai vécu, c'est un petit peu de ce ressort-là, la censure. Donc vous êtes dans un groupe d'amis et une personne vous censure sur ce que vous dites. Euh, voilà. Alors, mon idée, je vais en arriver à mon idée personnelle. Donc, j'ai d'ailleurs créé, certains sont déjà dedans, comment dirais-je, une plateforme qui s'appelle School Ameo. Certains sont déjà membres, j'ai 77 personnes dans ce groupe-là. Certaines sont déjà membres. C'est un réseau social privé et il y a là-dedans une salle de formation dans laquelle je compte partager des enseignements ultérieurement. Mais il y a déjà donc un fil de discussion dans lequel il peut y avoir des échanges. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Je suis le seul interlocuteur, mais toutes les personnes sont libres de communiquer, de répondre, de poser des questions, de dire, tiens, euh, est-ce que tu as un remède pour mes dents? Est-ce que tu as un remède pour mon dos? Est-ce que tu as une solution euh, pour ma relation de couple? J'en sais rien, moi. Enfin, je rigole en disant ça parce que je suis pas thérapeute, enfin, pas au sens qu'on peut le connaître. Et donc, mon concept rejoint un peu l'idée, il y a un élément du yoga que j'ai repris, qu'on appelle Ekagrata Parinama, et ça veut dire en fait de choisir la plus petite transformation dans le présent. Donc, si on parle d'une posture de yoga, eh bien, si tu sais pas lever ton bras plus haut que ton épaule, parce que tu as une capsulite ou parce que tu as une inflammation ou parce que tu as un blocage articulaire, mais tu fais quand même le mouvement. Et on va aller chercher pour tout ce que l'on fait, à la fois de physique, de mental et de spirituel, d'aller dans les petites transformations. Et c'est possible par de multiples petites choses. Donc c'est une réflexion purement yogique, mais que l'on peut récupérer avec, et je la récupère moi constamment, je me l'applique à moi d'ailleurs, je me dis, voilà, par exemple avec l'espagnol, ben, je vais regarder une vidéo de 3 minutes en espagnol
eh bien, j'aurais fait un petit quelque chose pour améliorer mon espagnol. Si je tombe sur une vidéo qui va me parler d'un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est Marc Aurèle, et ça dure 3 à 5 minutes, je vais l'écouter aussi. Comme je peux écouter Arnaud Desjardins pendant 2 heures sur certains de ces sujets. Donc, en fait, ça va parfaitement avec l'idée de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, certainement. Il raconte cette petite anecdote. Il raconte cette petite anecdote. Donc, je vais accueillir Pascal. Voilà, j'espère qu'elle va. Oui, bonjour Pascal. On se parle après, hein? Voilà, voilà. Donc, Ekagrata Parinama, donc c'est la plus petite transformation et ça correspond bien à la part du colibri de Pierre Rabhi. Donc, c'est l'oiseau dans la forêt qui prend une goutte d'eau pour aller éteindre le feu. Et il y a le rhinocéros qui lui dit, mais pourquoi tu vas jamais éteindre le feu avec ta goutte d'eau? Évidemment, ce que Pierre Rabhi veut dire par là, c'est que chacun fait en fonction de ses capacités. Et donc ça aussi, j'ai envie de dire que dans le projet que je souhaite mettre en place, si tu n'as que 3 minutes par jour à consacrer à ce projet de changement, eh bien, au fur et à mesure que le groupe va grandir, cet ensemble de temps va faire beaucoup d'effets sur cette planète. Pour autant qu'on ne se laisse pas guider par le mental et qu'on reste dans le cœur et que on n'a pas besoin des informations médias mainstream. Ça ne vous, enfin, moi, ça ne m'apporte strictement rien. Évidemment, je capte à gauche, à droite des petites choses, des événements du monde, mais vraiment, je reste dans le strict minimum de cette information. Je ne me pollue pas mon disque dur avec ça. Et un autre élément du yoga, mais vous le connaissez aussi parce que c'était le, je dirais, l'art de Gandhi qui était Ahimsa, la non-violence, hein, la non-violence physique, la non-violence psychique, la non-violence mentale, la non-violence spirituelle aussi. Donc ça, c'est des petites choses intéressantes. Alors, mes solutions, les solutions, et ça après, évidemment, c'est toujours, on peut tout améliorer, évidemment, mais déjà, si on peut faire ça, un des éléments clés du yoga, un des éléments clés du yoga, on appelle cela Svadhyaya, c'est le travail que l'on fait sur la connaissance de soi. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il n'y a pas d'urgence là-dedans non plus. Mais c'est important d'apprendre à se connaître parce que c'est un cheminement pour se libérer évidemment des automatismes du mental. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela non plus parce que c'est à vous de le vivre, de le ressentir, de le découvrir. Je pense que ça, c'est important. Alors, quelle est l'autre chose? Mon sentiment, c'est rompre avec les médias mainstream. Et je dirais encore que cela ne suffit pas, car via Internet, ce que moi j'ai décidé de faire depuis plusieurs semaines, chaque fois qu'il y a quelque chose d'agressif, je mets une croix là-dessus et je retire ça de mon fil d'actualité. C'est mon choix personnel. Je ne veux pas être pollué par des choses qui vont générer des émotions euh, des émotions qui vont me contrarier. Mais c'est mon choix personnel. Et alors, l'élément suivant aussi par rapport à ça, que je disais souvent dans mes cours de yoga, ne partagez pas des infos que vous n'avez pas vérifiées vous-même. Et ça, c'est très complexe aussi parce que moi, je l'avoue, j'ai aucune compétence en géopolitique. J'ai des petites compétences en histoire et je fais attention. Mais si une info mainstream m'intéresse, je dis bien si elle m'intéresse,
je vais essayer de la vérifier du mieux possible avant de partager une info pour laquelle je ne suis pas compétent. Il faut quand même faire très attention à ce qu'on partage. Alors, pop, pop, pop. Alors, ce que j'essaye aussi, c'est d'être dans la non-affirmation, hein, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un petit peu tendance à, même quand j'étais dans le business, etc., à avoir des comportements affirmatifs. Et avec le temps et le yoga et la méditation, et on peut oublier le terme yoga, hein, parce que je suis un peu contre les étiquettes aussi. Euh, j'essaie de ne plus rien affirmer et je disais à la fin dans mes cours aussi, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je raconte. Comme ce que je dis aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je raconte. Mais si ça vous parle et si ça vous touche, ben, regardez comment vous pouvez l'accueillir en vous. Et peut-être que vous-même, vous allez une information que je vous aurais partagée ou une idée que je vous aurais partagée, vous l'adapterez peut-être à votre profil du moment, à votre profil du moment. À dessein, je n'utilise pas le mot personnalité parce que comme le mot personnalité, il y a une connotation dans personnalité qui vient du latin persona, qui est le masque, porter un masque. Donc voilà. Et accepter de se tromper. À plusieurs reprises, je pense que j'ai pu me tromper, évidemment. Je ne suis pas un être parfait et je n'ai pas envie de développer, je dirais, entre guillemets, un réseau d'action en disant je vais jamais me tromper ou vous n'allez jamais vous tromper. Il faut surtout accepter de pouvoir se tromper, c'est important. Alors, dans ces solutions, moi, je conseille évidemment de lire les lectures éveillantes. C'est pour ça que j'aime bien sur Facebook de partager les livres que je lis. Je les partage pas tous, mais j'essaye, parce que je lis en espagnol aussi, donc je ne vais pas partager dans ma communauté, enfin dans mon réseau Facebook, des livres en espagnol, bien que j'ai des amis espagnols sur ce réseau, mais voilà, des lectures, conseiller et partager des lectures. On peut se partager des lectures, c'est très important. Et d'ailleurs, je suis en train de terminer un livre coréen où euh, il y a un moment donné, un des personnages note la servilité, le comportement servile et la soumission ça se passe en Corée, hein, du Sud. Donc ça m'a parlé et j'ai écrit un article là-dessus. Voilà. Donc ça peut vous arriver aussi. Voilà, vous lisez un bouquin et puis il y a un truc ça vous fait un flash. Il y a quelque chose qui se débloque chez vous et vous allez peut-être avoir envie d'écrire ou de disserter sur le sujet. J'ai noté aussi les mini, je dis bien les mini boycotts, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dans la rue pour manifester, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je ne suis pas certain que ça a les meilleurs effets, parce que au plus on est nombreux à boycotter, moi ça fait 20 ans que je boycotte Coca-Cola, je donne un exemple, hein, Danone, dans la mesure du possible. Voilà, c'est dans mes comportements de consommation, je vais faire des petits boycotts. Quand j'arrête mon abonnement de télévision en Belgique et en Espagne, enfin en Belgique ça fait longtemps, en Espagne c'est un peu plus récent, et d'ailleurs je sais même plus comment me connecter là-dessus, eh bien c'est aussi une forme de boycott. Je boycotte de l'information et ça me permet de ne pas non plus avoir envie de parler sur des sujets dont je n'ai peut-être pas les compétences. Alors, j'ai ajouté aussi le mot étude. Alors, l'étude, c'est pas au sens scolaire que j'ai envie de dire, c'est plutôt, j'ai envie de dire au sens rabelaisien,
Rabelais, dans un de ses livres, il parle de l'abbaye de Thélème, et sur cette abbaye, il y a marqué fais ce que voudras. Donc en fait, étudie, apprends des choses, forme-toi sur des choses que tu aimes. Si tu aimes les huiles essentielles, eh bien, vas-y. Si tu aimes les plantes, vas-y. Si tu aimes le yoga, vas-y. Étudie et il y a matière à étudier, puisque moi j'ai étudié pendant 8 ans pour le yoga. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de la matière à étudier. Euh, Ce que je conseille aussi comme outil de travail et de développement, c'est le carnet de bord. Donc, voilà, moi j'ai toujours plein de carnets dans lesquels je note des trucs et voilà, même la nuit, hein, ça me prend la nuit, voilà, je vais noter, je vais noter. C'est pas pour ça que tu dois mettre ton réveil pour aller la nuit noter des trucs, hein, mais si ça t'empêche de dormir, prends note parce que c'est peut-être un message. Alors tu vas me dire, je suis un peu fou, mais c'est peut-être un message que l'univers a à te transmettre. Alors, j'ai mis aussi sourire aux autres. C'est vrai que moi, en général, j'ai des moments où je suis triste, hein, c'est vrai. Il y a des moments où j'ai la larme à l'œil, c'est vrai. Euh, Parfois, ça m'arrive de pleurer tout seul dans mon coin. Mais en règle générale, j'essaye vraiment, dans la mesure du possible, quand je suis à l'extérieur, même avec les gens que je ne connais pas, je leur dis bonjour et je leur souris. Je fais un petit cadeau. C'est pas un cadeau matériel, mais je fais un petit cadeau. Et je me souviens, pendant le Covid, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient dans les rues parce qu'elles étaient seules. Et je les souriais, je leur souriais, je leur disais bonjour. Voilà. Alors j'en viens à mon chapitre pour les plus perchés, parce que tout le monde n'est pas perché. Donc moi, je crois que je suis un peu perché, peut-être ou pas. Enfin, ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ce que je voudrais partager et visualiser avec vous, c'est la pratique de la visualisation créatrice. Il y a un très bon livre de Shakti Gawain là-dessus. La méditation est un bon outil aussi pour se changer, mais amener le changement vers les autres. Les les rituels, donc mettre en place des petits rituels, se connecter à la nature, se connecter à l'univers, apprendre à rayonner autour de soi, guérir les personnes malades. Alors, euh, sur ce point-là, il y a Maharaji, vous pouvez faire les recherches. Mais sur base de l'effet Maharaji, il y a de nombreuses expériences qui ont été faites sur la santé. Euh, et alors, j'en viens à mon dernier point un petit peu perché, donc le tri sélectif. Donc, évidemment, tout ce travail que l'on fait dans cette mission, enfin, pas cette mission, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais dans cette dynamique de changer le monde, chacun à sa manière, avec ses talents, son potentiel, etc. Ce que moi j'ai écrit, j'ai un petit paragraphe, je vais vous le lire. Le tri sélectif, non pas des poubelles, quoique, virgule, le tri de nos lectures, le tri des films et des séries que nous regardons. Juste une petite parenthèse, même les séries et même les films, moi personnellement, ça m'arrive souvent de noter une phrase dans le dialogue qui se produit, même parfois pour un film qui n'en vaut pas trop la peine, mais il y a un message pour vous. Il peut y avoir un message pour vous. Et il faut le noter. Je vous invite vraiment à le noter parce que quand vous réfléchissez là-dessus et que vous méditez là-dessus, vous réalisez le changement qui peut s'opérer en vous. Le tri des infos que nous pourrions écouter par inadvertance, le tri de ce que nous partageons avec les autres, tout en vérifiant si c'est correct, etc., etc. Et si c'est bon pour la personne qui écoute. Moi, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression aujourd'hui, hein. Donc, j'ai un pote ici en Espagne, il me disait,
Ah oui, mais tu sais, Alain, moi je m'informe. À 19 heures, j'écoute RTL. À 19h30, j'écoute la RTB. Et à 20 heures, j'écoute TF1 ou Antenne 2. Et alors, il enchaîne. Et je suis en dépression, je prends des antidépresseurs. Alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité ou pas? Je n'en sais rien. Je ne vais pas me mettre juge là-dedans. Je n'en sais rien. Alors, le dernier point, l'effet Maharaji, je ne vais pas développer plus, mais il y a plein, plein, plein d'expériences qui ont été faites avec des scientifiques. Alors, je ne donne pas plus de valeur parce que c'est scientifique, hein. Je tiens à le préciser parce que pour moi, les scientifiques qui sont avec des conflits d'intérêts majeurs, ils sont peut-être 90% de toute la clique de scientifiques qu'on a dans le monde, hein. Et il en reste peut-être. Je sors des trucs comme ça au pif, hein, mais il y a sûrement moyen de trouver des infos. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour info, John Kabat-Zinn, et là, ça c'est avéré, il y a plus de 250, voire 300 hôpitaux aux États-Unis qui utilisent la méditation comme outil thérapeutique et ça fonctionne. Les gens guérissent mieux, guérissent plus vite. Euh, et en tout cas, ceux qui sont en souffrance physique, les souffrances sont diminuées. Donc, il faut lire le livre sur la pleine conscience de Kabat-Zinn. Bon, c'est un bouquin de 800 pages, je vous préviens. Mais dans la tourmente, la pleine conscience, voilà, le titre m'est revenu. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Et alors, pour terminer, ce que moi j'ai déjà mis en place à mon niveau, donc euh, la plateforme School, je l'ai mise en place il y a un mois à peu près. Non, un an, pardon. Un an, oui, à peu près. En tout cas, j'ai 77 affiliations, mais ça ne tourne pas encore. Il n'y a que moi qui mets des choses là-dedans. Donc, il faut plus de monde. Il faut, euh, évidemment, il faut trouver des gens qui peuvent nous rejoindre. J'ai créé un groupe Facebook également qui peut servir de plateforme pour partager des choses. Euh, j'ai écrit un bouquin que certains ont déjà lu, 195 graines de liberté. Voilà, ça c'est dans les projets. Plus tard, les retraites, ça je voudrais refaire. J'ai fait pendant 10 ans des retraites et des voyages. Bon, des retraites, c'est déjà très bien, des petites retraites éveillantes et apaisantes. Et chacun de nous, on peut faire grandir ce groupe dans la mesure du possible, dans la mesure des possibilités. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaye de faire déjà de mon côté. Et au fil du temps, on pourra mettre évidemment en place des actions variées et diverses qui correspondent un peu à cet état d'esprit pour pouvoir aller, je dirais, de l'avant et peut-être apporter notre grain de sel dans la non-violence, dans la paix et l'amour, pour aider les autres aussi, euh, parce que je pense que si on revient au mot bienveillant, c'est un mot qui est venu d'un auteur que vous connaissez, qui était avocat au temps des Romains, qui est Cicéron. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais Cicéron était avocat. Et c'est benevolentia, quelque chose comme ça, en latin, et ça veut dire vouloir le bien commun. Et je précise ça parce qu'on a souvent une connotation du mot bienveillance, et je l'ai compris en lisant ce livre, totalement erronée. Donc, notre action, c'est pas être gentil avec les autres, c'est vouloir le bien des autres. Et c'est de se dire que en voulant, en travaillant aussi sur nous-mêmes et en voulant notre bien en tant qu'individu, nous allons aussi rayonner et donner du bien et du bon à nos voisins et aux gens qui nous entourent. Et c'est ça un peu cet effet domino ou papillon qui peut se produire avec le temps
et qui va aller, qui peut aller très vite à un moment donné. Voilà, ça peut aller très vite. Je l'espère en tout cas. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et pour la vidéo, je vais faire un petit salut, un petit au revoir, mais on va pouvoir se reconnecter pour ceux qui veulent encore un petit peu papoter après. On va le faire. Donc, namasté pour les auditeurs qui écoutent cette vidéo en replay. Et donc, je vais terminer cela. Donc,